Bonjour et bienvenue sur Entreprendre et durer. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à une note de lecture du livre de David Graeber paru mi-2018 et qui s'appelle Bullshit Jobs, ou si vous me passez l'expression, les jobs à la con. Dans cette vidéo, je vais présenter la thèse de l'auteur et puis je vais analyser ses points forts, ses points faibles et ses partis pris. Et finalement, je vais essayer d'identifier ce que peut en retirer un chef d'entreprise. Alors bien sûr, si vous êtes chef d'entreprise d'une TPE ou d'une PME, vous pouvez ne pas vous sentir concerné par les jobs à la con. En revanche, il est quand même important que l'on sache ce qui se passe dans les grandes ou dans les moyennes entreprises et d'analyser l'évolution de la société dite capitaliste dans laquelle nous vivons. Alors pour commencer, quelques mots sur l'auteur. David Graeber est un anthropologue américain né en 1961. Il a d'abord été enseignant à Yale, dont il a été licencié pour avoir participé ou encouragé un mouvement d'étudiants. Puis il a ensuite enseigné à l'université de Londres et finalement il est actuellement enseignant à la London School of Economics. En 2011, David Graeber a été une des figures du mouvement Occupy Wall Street. Puis en 2014, il s'est retrouvé au Rojava, qui est le Kurdistan syrien, pour sur place étudier la forme de gouvernement qui était en train de se mettre en place. Il faut dire que pour un anarchiste autoproclamé, cela est pour le moins curieux, déroutant. Mais bon. Graeber est surtout connu pour avoir publié en 2011 un livre baptisé « Dette 5000 ans d'histoire ». C'est un livre que je recommande, il est absolument remarquable et il met en lumière cet engrenage de la dette dans lequel nous vivons. Passons maintenant au livre lui-même. Alors près de 400 pages, c'est un peu un pavé à l'anglo-saxonne. Ce livre fait suite à un article que David Graeber a écrit en 2013 et qui a eu un succès phénoménal puisqu'il a conduit à recueillir des milliers de témoignages de gens qui ont parlé de leur propre parcours et de leur propre job à la con. Devant un tel succès, l'auteur a été amené à écrire dans les années qui ont suivi le livre dont je vais vous parler. Alors, il est structuré tout d'abord, il y a une introduction de plusieurs pages qui est extrêmement claire et qui campe très très bien le problème, puis une première partie qui va du chapitre 1 au chapitre 4, qui est remplie de nombreux cas concrets choisis par les milliers qu'avait reçus Graeber. La deuxième partie, constituée des chapitres 5, 6 et 7, est plus consacrée à l'analyse du phénomène, avec une mise en perspective un peu historique et une analyse des conséquences et des remèdes possibles. Alors passons à cette première partie qui est la partie descriptive. Tout d'abord, un job à la con, c'est quoi? En 1930, Keynes se disait que, progrès technologique aidant, d'ici un siècle, les êtres humains ne seraient amenés qu'à travailler environ 15 heures par semaine. Un siècle plus tard, cela se passe de tout commentaire. Selon Graeber, un job à la con est une forme d'emploi rémunéré qui est si totalement inutile, superflu, voire néfaste, que même le salarié ne parvient pas à justifier son existence. Il donne quelques exemples, qui sont pour le moins amusants. Le premier est le cas d'un sous-traitant de l'armée allemande qui envoie du personnel quelquefois à des centaines de kilomètres pour déplacer des PC d'une pièce à une autre, tâche que, évidemment, les soldats présents pourraient tout aussi bien réaliser. Alors on peut imaginer le coût de telles prestations. Il cite un autre cas, celui d'un employé au service des eaux de la ville de Cadiz, qui s'est absenté pendant près de 6 ans pour tout simplement étudier la philosophie de Spinoza. Alors comment il procédait? Il expliquait à la société qui avait gagné la concession du service des eaux qu'il était missionné par la ville de Cadiz, et à la ville de Cadiz qu'il était missionné par la société qui avait gagné la concession du service des eaux. Mais attention, ces jobs ne concernent pas que le secteur public, mais aussi les entreprises privées ou les associations de type ONG ou autres, comme nous le verrons plus loin. Plus haut dans l'échelle, Graeber cite les consultants financiers, les lobbyistes et, pour lui, une grosse partie des emplois des institutions financières. Et Graeber met en opposition les bullshit jobs, les jobs à la con, et ce qu'il appelle, vous me passerez l'expression, les jobs de merde. Ces derniers sont le fait de col bleu, généralement sous-payés, mais qui ont une réelle utilité sociale.
alors que les premiers concernent des personnes des cols blancs, généralement bien payées, voire très bien payées, qui doutent de leur utilité, ont peur de perdre leur emploi, un emploi qui ne sert à rien, ne font pas de vagues et vont jusqu'à mépriser ceux qui ont des jobs de merde. En ce premier trimestre 2019, cela me fait terriblement penser au mouvement des Gilets jaunes et à l'opposition qu'elle fait apparaître entre ces cols bleus à la limite de la misère et les cols blancs qui leur portent un regard pour le moins dénué d'empathie, si ce n'est pire. Voyons maintenant quels sont les différents types de jobs à la con. Alors ce chapitre fourmille d'anecdotes. L'auteur identifie, souvent de manière un peu arbitraire, 5 formes de jobs à la con. La première concerne ce qu'il appelle les larmins, dont le job est tout simplement de permettre à quelqu'un de paraître important en étant seulement là. Alors il cite le cas des concierges de très grands immeubles haut de gamme, dont le rôle se limite à appuyer sur le bouton de la porte avant que le propriétaire n'ait à le faire. La deuxième forme qu'il cite, c'est les porte-flingues. Alors bien sûr, il faut voir ça de façon métaphorique. Il prend le cas de l'université d'Oxford qui paie une douzaine de personnes en relations publiques pour convaincre le monde entier de son excellence. Il cite aussi, et là je suis beaucoup plus réservé, le cas des télévendeurs. Cela me paraît injuste car dans le monde dans lequel nous vivons, vendre est indispensable et on peut penser que la télévente abaisse les coûts, fait gagner du temps, donc globalement va profiter aux consommateurs. La catégorie suivante est celle des rafistoleurs. Alors il cite le cas d'informaticiens qui travaillent 1 à 2 heures par jour, tout simplement pour articuler des programmes qui à la base n'ont pas été conçus de manière compatible entre eux. Il cite aussi le cas de personnes qui sont juste là pour rattraper les bourdes, les erreurs de leurs chefs qui généralement ont été mis à ce poste sans en avoir les compétences. La forme suivante, ce sont les cocheurs de cases, dont le rôle est de permettre à une entreprise de faire croire qu'elle réalise des tâches qu'en fait elle ne fait pas. Il cite le cas d'une employée qui remplissait tous les jours des formulaires sur les préférences des résidents. Ces formulaires remplis étaient généralement jetés, car les résidents partaient dès le lendemain. Dernière forme de job à la con, les petits chefs, qui ne font qu'assigner des tâches aux autres, mais pire, qui créent aussi des tâches inutiles pour tout simplement pouvoir les gérer et justifier leur propre poste. Voyons maintenant pourquoi un job à la con rend les gens malheureux. Alors Greber met en avant 2 causes. Vers 1900, un psychologue allemand a constaté que même un bébé prenait plaisir à agir sur le monde. Il éprouvait la joie d'être cause, même si cela se limitait dans son cas à ne déplacer que de petits objets. Or Greber cite des témoignages de salariés qui ont été épuisés psychologiquement parce que leur boulot n'avait aucun impact. Ils n'avaient pas la sensation d'être cause de quoi que ce soit. Deuxième cause, le fait que le salarié vend son temps à son employeur et pas la réalisation d'une tâche. En conséquence, certains employeurs auront tendance à remplir le temps des salariés et cela souvent entraînera la mise en place de tâches sans intérêt pour l'employé et qui en fait vont contribuer à le démotiver. Voyons maintenant à quoi ça ressemble d'avoir un job à la con. En fait, ce chapitre se concentre sur la souffrance qui est ressentie. La première souffrance, c'est celle d'être dans le flou. La seconde, c'est celle de devoir faire semblant. La troisième, nous l'avons vu précédemment, c'est celle de n'être cause de rien. La souffrance suivante est de ne pas pouvoir se plaindre, de ne pas pouvoir être entendu par sa hiérarchie. Et finalement, la souffrance la pire est la souffrance de savoir que l'on nuit. Greber a noté que chez nombre de travailleurs sociaux dont la mission officielle est de rendre service à des personnes en difficulté, ils se rendent compte qu'ils ne sont là que pour la galerie et que leur travail va, dans certains cas, enfoncer les personnes qu'ils sont censés aider. Après la présentation de ce qui constitue la partie descriptive de l'ouvrage, je voudrais donner 2 conseils qui peuvent être utiles à un patron de TPE ou de PME. Le premier conseil, c'est de ne pas remplir le temps de ses collaborateurs avec tout et n'importe quoi. Par exemple, quand ils ont fini une mission et que la suivante n'a pas encore démarré, il faut éviter de leur demander de s'auto-former, de remplir le temps avec n'importe quoi. Il est préférable de leur accorder une partie de ce temps. S'ils ont été efficaces, tant mieux pour eux et tant mieux pour l'entreprise. Sinon, la prochaine fois, ils feront traîner et ils utiliseront tout le temps qui a été affecté à l'origine à la mission. Second conseil,
il faut systématiquement écouter un collaborateur quand il se plaint que son travail n'a pas de sens. De plus, il aura probablement des suggestions sur la manière d'enrichir ses tâches, de rendre son rôle utile, de lui permettre d'être cause de quelque chose. Passons maintenant à la deuxième partie, l'analyse. Tout d'abord, voyons pourquoi existent ces jobs à la con. Alors tout d'abord, c'est la partie évidente, c'est le rôle des pouvoirs publics. Par exemple, c'était une composante essentielle des régimes socialistes. On créait des jobs pour employer les gens, pour les occuper. Je suis allé à plusieurs reprises dans les pays de l'Est avant la chute du mur de Berlin, et je me souviens d'une anecdote, d'une blague qui circulait. Ils font semblant de nous payer, alors on fait semblant de travailler. Mais dans les pays dits capitalistes, l'objectif ultime étant le plein emploi, l'État subventionne aussi des emplois, et pas forcément des emplois utiles. Attention, le problème ne se limite pas au secteur public. Dans le privé, David Graeber a noté l'explosion des emplois administratifs, par exemple dans les établissements d'enseignement privé. Il met aussi en avant le développement des couches de managers, dont le secteur de la finance est pour lui le meilleur exemple. Puis, parmi les causes, il s'intéresse à ce qu'il appelle la féodalité managériale, et cette analyse me paraît très fine. Il part de la conception classique du capitalisme, dans lequel la gestion de la production est celle qui génère les profits. Puis, au fur et à mesure, pendant le XXe siècle, le managérialisme a donné un pouvoir croissant aux gestionnaires. Et à la fin des années 80, cela s'est accéléré de manière extrême avec la financiarisation de l'économie. On en arrive à ce que des entreprises industrielles telles que General Motors ou General Electric réalisent la quasi-totalité de leurs bénéfices par leur division financement. En conséquence, les patrons de ces groupes, les managers de certaines de ces divisions, considèrent que les autres divisions sont des poids morts et que tout doit être fait pour les rentabiliser. Et on en arrive aux réductions d'emplois productifs et aux délocalisations massives. Les PDG d'ailleurs montrent l'exemple, qui se rémunèrent en stock option et sont surtout préoccupés de faire monter le cours de leur action. Ils passent d'une boîte à une autre et sont de plus en plus déconnectés du métier de leur entreprise. Pire, cette féodalité managériale se sent pousser des ailes et apparaît une accumulation de couches organisationnelles qui vont générer des jobs à la con, de managers qui contrôlent d'autres managers, qui vont contrôler des employés qui n'estiment plus devoir être loyaux envers une entreprise qui les méprise. Et là, l'auteur décoche une flèche. Pour lui, le système dans lequel nous vivons n'est plus du capitalisme. C'est un système de rente, d'extraction de valeur. D'ailleurs, le meilleur exemple est celui des intérêts que payent les États endettés à des organismes financiers privés et qui se mesurent chaque année en milliers de milliards de dollars. Dans le cas de la France, cela représente plus de 40 milliards d'euros chaque année. Alors pourquoi la société ne réagit pas? Selon Graeber, il y a à cela plusieurs raisons. Tout d'abord, la dimension moralisatrice, qui veut que les gens doivent travailler, que c'est un devoir quasi sacré. Donc mieux vaut avoir un job à la con que de ne pas avoir de job du tout. Il y a aussi la notion psychologique, qui fait que la plupart des gens tirent dignité et amour-propre du fait de gagner leur vie grâce à leur travail. La dimension utilité sociale. Comme il est difficile de mesurer la valeur d'un job, on peut toujours se dire qu'il est utile à quelque chose ou à quelqu'un. Et enfin, l'État qui ne peut pas ou ne veut pas se permettre que trop de gens soient oisifs et préfèrent les garder employés. Voyons maintenant quelles sont les conséquences de ce phénomène. Graeber donne l'exemple de la crise de 2008 où l'industrie la plus bullshitisée, à savoir la finance, s'en est sortie sans faire d'efforts, sans pratiquement perdre de plume et en étant renflouée par les États, donc par les contribuables. Alors que les employés de certaines industries, l'automobile par exemple, ont payé le prix fort. Baisse de salaire, réduction des effectifs productifs, délocalisation. Il donne aussi d'autres exemples, mais qui me paraissent plus concerner la société américaine. Il pense aussi qu'une des conséquences les plus néfastes est l'impact que cela a sur les nouvelles générations, qui arrivent dans le monde du travail et qui sont immédiatement confrontées à ce phénomène, soit parce qu'elles occupent elles-mêmes un job à la con, ou soit parce qu'elles sont en but à ces strates managériales qui entraînent chez elles de la démotivation. Alors voyons maintenant ce qu'on peut faire. David Graeber donne plusieurs pistes, dont 2 sociétales et 1 personnelle. Commençons par les pistes sociétales. Il préconise l'introduction du revenu universel. Cela doit être un revenu donné à tous qui permette de vivre décemment, mais sans plus.
Il doit être donné à tous pour éviter le développement de services pléthoriques d'une bureaucratie qui gérerait les demandes en validant ou non les critères d'attribution. Selon moi, cela peut marcher dans des pays dits riches, mais des pays en situation difficile, cela peut être très compliqué. En plus, il peut y avoir un effet aspirateur pour les habitants de ces pays pauvres vers les pays riches, un effet d'aubaine. Et sans parler des problèmes d'intégration que cela peut poser, cela mécaniquement écroulera le système. Il plaide aussi pour le développement de la classe des aidants. La robotisation étant inéluctable, la production tant de biens que de nombreux services ne va plus nécessiter la présence d'êtres humains. Il faut donc réinventer le travail. Il plaide pour le développement de la classe des aidants. Cela va bien sûr du personnel enseignant à tout le personnel de soins de santé, mais il faut aussi penser à tous les accompagnants. Il voit d'ailleurs dans le développement de cette nouvelle classe une potentielle lutte sociale à venir. Mais je dirais que cela va avec ses partis pris idéologiques et cela n'apporte rien à la démonstration du phénomène. Passons pour finir à la piste personnelle. Il destine celle-là aux jeunes générations. Il leur recommande d'identifier les entreprises et les services où se trouvent des jobs à la con. D'éviter ces entreprises pour se protéger de la perte de sens dans leur job, qui risque de les conduire d'abord dans un premier temps à une forte démotivation et à terme à un burn-out. Je dirais que cette dernière piste est très intéressante pour un chef d'entreprise de PME, TPE, car elle peut leur permettre de recruter des profils de haut niveau qui traditionnellement se tournaient vers les grandes entreprises, les grandes organisations, avec le but de faire carrière en grimpant peu à peu la hiérarchie. Une PME-TPE peut leur vendre du sens, soit à tout le moins la certitude de ne pas hériter d'un job à la con. Voilà, j'en ai terminé avec mon commentaire sur ce livre de David Graeber, que d'ailleurs je recommande de lire parce qu'il est plein d'anecdotes très intéressantes et puis il fait réfléchir. J'espère que les quelques éléments que j'ai mis en avant vous seront utiles. Si vous l'avez aimé, merci de vous abonner et de partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée.